Oui, j'ai résumé le titre. On va parler brouillard et brouillage. C'était plus simple. On va aussi parler d'un guide auquel vous pourrez avoir accès dans quelques instants. Pour tout ça, je suis heureuse d'accueillir Catherine Gabet. Catherine, j'adore parce que ça fait tellement James Bond. Elle est en charge, elle est directrice adjointe du contrôle du spectre. Alors bon, c'est le spectre de l'Agence nationale des fréquences, mais moi ça me faisait penser à autre chose. Et on va un peu parler espionnage quand même. J'ai vérifié en fait, c'est le service pour l'espionnage, le contre-espionnage, le terrorisme, la rétorsion, l'extorsion, l'autre. Votre spectre. Mon service, non. C'est le spectre gentil, c'est le spectre des radiofréquences que l'on protège. Ce n'est pas le spectre des James Bond, on est bien d'accord. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Le brouillage a été pas mal évoqué jusqu'à présent. C'est devenu un des gros sujets, notamment tout à l'heure on en parlait avec l'aérien en disant que pour aller en Chine on avait 300 km et qu'en plus c'était un peu 300 km qu'on faisait parfois à l'aveugle. Alors très concrètement, Catherine, c'est quoi le brouillage et c'est quoi le leurrage? Mot nouveau qui n'est pas dans le dictionnaire. Je ne sais pas combien on met d'air à leurrage. Je sais, à mon avis, il est dans le dictionnaire. Enfin, je vérifierai quand même. Ça dépend du dictionnaire, peut-être. Alors, le brouillage, peut-être avec une petite illustration qui n'est pas récente, mais qui est bien d'actualité, qui date de 1987. C'est un humoriste, un dessinateur américain qui fait des dessins plutôt drôle, enfin Gary Larson, très connu. On va dire que c'est de l'humour noir actuellement, effectivement. Alors le brouillage, c'est en fait le brouillage et l'orage font partie des interférences. Donc en fait, c'est interférer avec des radiofréquences sur lesquelles passent des signaux. Le brouillage, on submerge les radiofréquences avec du bruit. Donc on empêche les récepteurs, dans le cas du GNSS, les récepteurs de recevoir le GPS ou Galileo ou GLONASS ou Beidou. Et le leurrage, c'est envoyer des signaux faux et trompeurs. On fait penser qu'on est le vrai GPS ou le vrai Galileo, ou tous à la fois d'ailleurs, parce que quand vous avez des capteurs multi-constellations, pour envoyer éventuellement le navire vers une fausse position, lui donner des informations de temps erronées qui vont complètement submerger ces équipements, qui ne pourront plus de synchroniser ou autre. Donc le leurrage, c'est un peu plus grave, mais le brouillage, déjà la perte effectivement de ces signaux peut déjà être suffisamment problématique pour la navigation notamment. Pour moi, ce sont des attaques cyber dans les deux cas. C'est atteinte à la disponibilité des données du GNSS, qui sont des données de position, navigation, temps, donc très utiles, très importantes dans de très nombreuses applications. Et le leurrage, c'est une atteinte à l'intégrité des données, donc voilà, je parlais de standard ISO 27001 pour ceux qui sont dans la cyber, mais c'est effectivement finalement des points de la sécurité informatique numérique. Voilà. Alors pour ceux qui sont un peu loin, je vous lis le sous-titre. Suite à une grave erreur de navigation, le navire de la croisière Samus, ça c'est pour les plus anciens, s'engage dans le détroit d'Ormuz. En ce moment, tout le monde sait même où c'est, ce qui n'était pas forcément vrai, paraît-il, il y a quelque temps. Très concrètement, c'est compliqué de brouiller quelqu'un. Alors le brouillage du GPS est très simple, malheureusement, parce que le signal GPS arrive au niveau du sol à un niveau extrêmement faible. Il vient de satellites qui sont à 20 000 km. Il arrive à un niveau qui est 1 million de fois inférieur au niveau du signal qui sort de votre téléphone, qui est déjà très faible. Donc, avec un petit peu de bruit, avec un petit brouilleur à 10 €, de 100 milliwatts, je brouille à 2 km si je suis en visibilité, disons, sans obstacle. Donc, bon, avec des brouilleurs un petit peu plus gros, mais effectivement, comme effectivement aujourd'hui dans les théâtres de guerre, c'est utilisé, c'est de la guerre électronique, c'est pour se protéger de drones ou missiles. On peut faire des dégâts, et puis de temps en temps, avec des brouilleurs anti-drones paparazzi qui sont réglés sur des puissances fortes, on peut aussi embêter pas mal de monde. J'allais demander un ou deux exemples. Alors là, c'est un premier, mais tout à l'heure, vous m'avez cité une petite histoire de Pokémon. C'était quoi? Ah oui, alors, c'est pas du maritime, mais ça aurait pu. Mais en fait, c'est nos agents de contrôle du spectre surveillent le GPS en plus de façon proactive quand ils reviennent d'une mission de traitement d'un brouillage autre. Et là, sur la route entre Antibes et Nice, ils ont suivi une voiture parce qu'ils ont vu qu'effectivement, sur leurs appareils de mesure, la voiture avait un brouilleur GPS intégré dedans. Et donc, ils l'ont suivi jusqu'à Nice où il s'est garé.
Ils ont appelé un OPJ parce que quand il y a un brouilleur, on ne sait pas ce que ça cache. Hein, c'est pas forcément juste parce que son employeur ne veut pas donner on a un tracking d'employeur, on ne veut pas donner son emplacement, ça peut être autre chose. Et puis on veut pouvoir le saisir immédiatement. La possession elle-même est illégale, c'est un délit. Et en discutant, en attendant la police, la personne était plutôt sympathique malgré tout. Notre agent a dit: mais pourquoi avez-vous un brouilleur dans votre voiture? Parce que j'habite sur les hauteurs de Nice et j'ai acheté ça à l'époque, les gens chassaient les Pokémon et comme j'ai pas de clôture, ils venaient dans mon jardin. Donc je me suis protégée comme ça des Pokémon. Et après il l'a mis dans sa voiture, on ne sait pas pourquoi, mais il y a l'aéroport de Nice pas loin et ça peut être gênant pour les avions à 2 km en altitude, ils peuvent être gênés par un petit brouilleur et on est souvent sollicité d'ailleurs par l'aviation civile à cet égard. Alors, je ne vais pas en faire un guide pour tout le monde, mais juste en 2 mots, ça se trouve sur Internet, c'est cher un brouilleur ? Alors, on parle de brouilleur pour des applications, je dirais, que je pourrais appeler civiles, mais qui ne devraient pas avoir lieu parce qu'elles sont interdites. Malheureusement, c'est pas cher. Malheureusement, on le trouve sur des sites Internet venant de pays plutôt asiatiques, on va dire. C'est très difficile à contrer parce que les plateformes ne sont obligées qu'a posteriori d'enlever les pages Internet avec des brouilleurs quand on leur demande, mais elles ne sont pas obligées de l'enlever a priori, donc c'est extrêmement facile. Il y a eu une affaire récente avec la préfecture de police de Paris, la brigade cyber, qui a fait une sorte de coup d'achat en identité masquée et qui ont acheté à la fois un brouilleur, d'autres équipements. Ça fait partie aussi de la panoplie du cambrioleur, et le brouilleur. Je reviens sur le leurrage. Alors c'est un mot qui est un peu plus nouveau, ou qui est nouveau pour le grand public. Parlez-nous un peu du leurrage et pourquoi ça s'est révélé récemment. Alors, le leurrage ou spoofing en anglais, on entend beaucoup plus parler de spoofing finalement, du spoofing GNSS. Alors, à savoir que spoofing GNSS, leurrage GNSS, finalement, ça va aussi immédiatement faire leurrage AIS pour le monde maritime, puisque l'AIS utilise le GNSS, de façon, il le retransmet pour donner la position du navire. Si je dis ça à ma grand-mère, c'est qu'en fait, c'est aussi facile de brouiller les signaux des avions que des bateaux. En fait, le GNSS est utilisé pour les deux, mais pour l'AIS, qui est un autre signal qui sert à suivre, à gérer, à connaître la position des bateaux, l'anti-collision, se sert du GNSS. Donc, si vous brouillez le GNSS, vous brouillez l'AIS. Quand vous leurrez le GNSS, vous brouillez l'AIS. Alors, le leurrage, c'est donc des faux signaux faux et trompeurs. Spoofing, ça peut être du brouillage par déception. Il y a plusieurs formulations. En fait, signaux faux et trompeurs, c'est quelque chose qui est pas mal parce que c'est défini par l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, qui interdit la transmission de signaux faux et trompeurs. C'est pas, par contre, dans toutes les législations repris entièrement. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi au niveau européen déjà pour essayer de pousser les pays à avoir des textes qui permettent de mieux sanctionner ce qui peut être sanctionnable. Hein. Voilà. Tout ça, ça représente vraiment, je disais qu'on en avait pas mal entendu parler depuis hier matin. Est-ce que c'est vraiment conséquent, c'est devenu un sujet, ça y est, vous m'avez répondu. Donc en rouge, c'est tout ce qui est brouillé leurré. Alors, il y a des cartes qui sont disponibles sur Internet. Là, c'est GPS Jam. Il y a aussi GPS Wise qui a l'intérêt d'avoir une carte qui est aussi un peu plus orientée maritime. Celle-là, elle est faite surtout à partir de données des avions, parce que les avions, on en a parlé, eux, ils ont besoin du GPS aussi. Leur ADSB qui est retransmis peut, en étant analysé, donner des indications plus des plaintes pilotes de zones où, a priori, il y a des brouillages. Donc là, on voit effectivement des zones de conflit. Et effectivement, on peut avoir aussi des fois des brouillages dans des zones de non-conflit. C'est comme en France, que ce soit effectivement le petit brouilleur dans le véhicule, Madame Michu qui veut pas que des jeunes traînent devant chez elle et qui s'achète un brouilleur multifréquence, ou une autre grand-mère, parce que les grand-mères, il faut se méfier maintenant, parce qu'une grand-mère qui avait une box Internet qui dérivait et qui brouillait le GPS sans faire exprès. Donc on peut avoir des causes très multiples. On a aussi des exercices dans tous les pays européens, notamment de brouillage et leurrage pour exercer la police. On peut avoir du brouillage contre des drones malveillants pendant des déplacements du président. Donc on peut aussi effectivement avoir des brouillages aussi chez nous. Mais après, il y a des terrains qui sont évidemment particulièrement
je dirais, qui subissent particulièrement le brouillage, et on voit l'évolution des conflits géopolitiques de cette manière-là, et effectivement, ça cause un certain nombre de problèmes. La dernière fois que j'ai garé mon yacht à Monaco, ça se passait pas hyper bien. Vous racontez un peu une histoire de yacht à Monaco ? Ah oui, alors en France, en fait, bon, nous on traite les brouillages qui ont une origine en France, hein, à la NFR, et donc on peut avoir aussi des brouillages. On a des brouillages, on va dire, d'ampleur limitée, mais qui peuvent avoir qui peuvent causer des problèmes à 500 mètres de kilomètre tour, donc c'est pas si limité que ça. Et puis on peut avoir des brouillages qui sont beaucoup plus importants, et on a eu le cas d'un brouillage en novembre 2019 qui en était alerté parce qu'il y avait l'aéroport de Nice, l'aéroport de Hyères-Toulon qui était brouillé, la moitié de l'espace aérien du sud de la France, l'armée de l'air qui m'appelle, enfin c'était sympa, c'était un week-end. Donc bon, ils ont des processus quand même, hein, pour pouvoir gérer ça au niveau de la DGAC, l'aviation civile, afin de faire atterrir les avions, de faire en sorte que ça se passe bien. Ceci étant, il fallait quand même savoir d'où ça venait. C'était pas un exercice militaire, on aurait pu penser ça vu l'ampleur, mais on aurait été averti, on est averti à la NFR, et les affectateurs de fréquences le sont aussi, voilà. Donc on a cherché et on a trouvé à 99,999% un yacht pavillon étranger, super yacht. C'était peut-être le plus grand yacht ou le deuxième plus grand yacht, pour vous donner une idée. Bon, voilà, dans le port de la Ciotat, qui utilisait a priori un système anti-drone paparazzi. En plus, dans la presse, on voyait bien qu'ils expliquaient qu'ils avaient ce système. Enfin, voilà. Et ça s'est arrêté le dimanche soir, parce qu'en fait, tout ça s'est fait le samedi et le dimanche. Le dimanche après-midi, les agents étaient sur le terrain et cherchaient, parce qu'on avait une direction. Ça s'est arrêté avant qu'ils arrivent, je dirais, au yacht, mais on a pu croiser avec d'autres données, et on est particulièrement certain, on est monté sur le yacht le lendemain pour petite explication. Mais voilà, c'est inquiétant parce que effectivement, le brouillage de grande ampleur est quelque chose sur lequel on développe des processus, on travaille avec différentes entités, coopération avec les gendarmes, la gendarmerie maritime, la gendarmerie transport aérien, les forces aériennes de gendarmerie nationale. Voilà. On n'est pas à l'abri, effectivement, dans ces temps, de quelque chose qui ne serait pas juste fortuit. Ceci étant, on n'est pas les seuls, hein. Les Hollandais ont eu la même chose sur l'Escaut, avec un navire, un yacht encore, qui, soi-disant pour la protection personnelle, avait mis son brouilleur anti-drone par erreur, avait brouillé tous les navires sur l'Escaut qui ont perdu l'AIS, c'est la panique, et l'espace aérien nord de la France, Belgique, Pays-Bas, au même moment. Voilà. Peut-être un petit point sur Ormuz. On a dit qu'on ne parlait pas d'Ormuz, mais on va quand même en parler. On n'en parlait pas beaucoup pendant les 2 jours. C'est un cas d'école sur le sujet. Là, on a vu, c'était clairement dans les zones rouges, hein, mais en matière de brouillage, c'est le paroxysme. Hein. Pas sûr. Pour moi, c'est comme les autres zones de conflit quand même. Hein. Mais c'est un cas d'école dans le sens où c'est un détroit, donc on s'en rend tout de suite beaucoup plus compte parce qu'effectivement, ça bloque effectivement les navires. Il y a eu, je crois, le premier jour du conflit, 1100 navires qui étaient brouillés, effectivement, dans le détroit. Donc voilà, c'est effectivement un peu un paroxysme. C'est encore un phénomène qui pousse finalement à la prise de conscience et à savoir quoi faire quand on est confronté, quand on ne peut pas éviter, parce que la première chose c'est d'éviter les zones. Les avions ne les évitent pas forcément, disons que les ondes elles vont assez loin et elles dépassent quand même les zones de conflit. Donc voilà, c'est le monde est beaucoup plus compliqué. Je pense que c'est une prise de conscience complémentaire. Alors justement, très concrètement, on a pas mal on a au moins un pilote, hein, et on a pas mal d'armateurs dans la salle. Quels conseils vous donnez? Oui, j'ai changé l'ordre, mais quels conseils très concrets vous pouvez donner à tous ceux qui partent sur les mers avec peut-être un risque de brouillage ou de leurrage? Alors, un grand philosophe, Jean-Claude Van Damme, pour ceux qui le connaissent. Alors c'est sûr que ça dépasse pas forcément les auditeurs francophones, hein, je m'excuse par avance parce que c'est un acteur qui est pas forcément... voilà. Enfin, en tout cas, dans ses propos philosophiques, c'est un acteur mondial, mais dans ses propos
philosophique, il est surtout connu et c'est assez humoristique en fait par les francophones. Bon voilà. Mais BioWare, c'est important, c'est prendre conscience déjà. Donc effectivement, Hormuz, voilà, c'est faire prendre conscience de manière complémentaire à ce qui se passe déjà depuis un moment. Et puis être vigilant dans l'espace herdien. Ne pas soi-même causer des brouillages, c'est une chose, mais surtout savoir quoi faire pour être plus résilient face à cette menace. Bon, le premier conseil, c'est effectivement de regarder les cartes ou les informations pour savoir si on va rentrer dans une zone où il y a vraiment du brouillage, et là, il y a des règles à suivre. Enfin, les compagnies organisent le risque qu'elles veulent prendre, mais c'est aussi, nous, on a écrit un guide, parce que, notamment dans le cas de la Ciotat, tous les bateaux avaient perdu le GPS pendant 2 jours, et quand on est arrivé, on dit « Ah, on a perdu le GPS, ils ne nous avaient pas averti avant, la capitainerie non plus, ça nous aurait fait une triangulation sympathique, beaucoup plus rapide pour trouver la source de brouillage. » Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait ce guide, pour sensibiliser, parce qu'alerter l'agence des fréquences fait partie de la réponse. L'agence des fréquences qui correspond à votre pays, pavillon, ou à la zone où vous êtes. Et donc on a fait un guide spécifique, il y a eu une commission interministérielle aussi à cet égard, qui effectivement avait poussé à ce qu'on fasse ce guide avec la DGITM, donc avec le ministère des Transports. Donc j'allais arriver justement à ce guide. Je vous le montre là, mais surtout, vous pouvez prendre le QR code, je sais pas comment on dit, prendre en photo le QR code. Ça vous mènera directement au fichier en français du guide. Et dans 2 secondes, on va vous changer le QR code si vous voulez avoir accès au guide en anglais, English version. En fait, c'est le conseil principal, c'est une analyse de risque. C'est mettre le brouillage dans votre liste de risques cyber, de risques numériques. C'est une ligne en plus à mettre, le brouillage, le leurrage, ou 2 lignes, mais il ne faut surtout pas les oublier. Et il faut effectivement regarder tous les systèmes qui utilisent le GNSS, regarder ce qui peut se passer en cas de brouillage. Le guide aide, parce qu'il a déjà fait une pré-analyse, mais pas aussi fouillée, et chaque navire doit regarder comment il est constitué, ses équipements, sur les ports également. Savoir détecter. Donc il y a différentes méthodes. Comment on se rend compte qu'on est leurré, qu'on est à 1 kilomètre à côté de l'endroit où on pensait être? Alors, il y a le leurrage simple où vous voyez qu'effectivement, où vous voyez que tout d'un coup vous êtes localisé sur la Terre, vous faites des sauts de téléportation. Donc c'est le leurrage un petit peu bête. Et puis il y a le leurrage plus fin. Là, il faut aussi aller vers des systèmes de GPS, GNSS, Galileo avec authentification, qui permettent de rejeter les signaux qui ne sont pas authentiques. Il y a plusieurs méthodes, il y a des antennes aussi intelligentes, il y a pas mal de choses. Le brouillage, c'est plus simple normalement à détecter parce que vous verrez que vous avez des alertes aussi, vous avez certains systèmes qui vont se mettre en alerte, vous avez des incohérences en fait entre l'AIS, entre l'EC10 et la carte, entre le radar. Si le radar n'est pas connecté au GNSS, si l'heure change, vous regardez si vous avez une montre qui n'est pas connecté au GNSS, sinon ça ne va pas marcher. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de conseils dans le guide. Il y a aussi la robustesse, il y a la détection. Après, on ne vous demande pas de détecter un brouillage, mais une suspicion de brouillage. Et puis, après, utiliser des méthodes alternatives, si besoin, sextant et autres. Et les Américains reforment les marins à ces méthodes. Et puis, il y a d'autres systèmes qui arrivent, notamment AirMode, qui va être testé en Baltique, qui sont des signaux beaucoup plus forts, dans des bandes plus basses. Il y a des constellations de satellites plus basses aussi, qui peuvent envoyer des signaux plus forts. Il y a le système ILORAN, qui, dans certains pays, fonctionne. C'est des grandes antennes de 100 mètres, on les a enlevées en France. Ça permet aussi de faire une alternative. Il y a beaucoup de solutions, mais vraiment l'analyse de risque, savoir détecter. Il y a des petits capteurs qu'on peut mettre aussi qui vous disent vous êtes brouillé, vous êtes leurré sur votre navire, et ça c'est pas mal aussi. Voilà. Alors à part le guide, qu'est-ce que vous faites d'autre? On fait pas mal de choses à l'agence qui n'est pas toujours très connue. C'est l'Agence nationale des fréquences qui planifie le spectre des radiofréquences pour tous les utilisateurs, donc les ministères qui sont affectataires. Donc effectivement, il y a les affaires maritimes pour des fréquences VHF hautes maritimes, l'aviation civile, l'ARCEP pour les fréquences opérateurs mobiles Wi-Fi, vous connaissez, l'audiovisuel, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, etc. Donc on gère l'ensemble du spectre. On va
planifier tous les 4 ans des évolutions, parce qu'il y a des nouveaux services qui arrivent, la 6G pour la téléphonie, des transports intelligents qui ont besoin de fréquences, dans un univers qui est déjà très contraint, et donc avec des règles assez compliquées. On va gérer les fréquences, c'est-à-dire qu'on va attribuer les autorisations d'émettre à toutes les antennes de plus de 5 watts. Et puis, moi, je suis côté contrôle du spectre. Nous, on va protéger de façon proactive, c'est-à-dire qu'on va contrôler les équipements terrestres, mais on contrôle également les équipements à bord des navires pour le système SMDSM pour voir s'ils sont installés et conformes. Et puis on va traiter les cas de brouillage qui nous sont signalés, on va lutter contre les brouilleurs illicites, et puis on va au niveau international aussi partager avec nos pairs pour faire évoluer nos méthodes, faire évoluer nos processus, faire évoluer nos équipements aussi. On innove constamment et puis on essaie de faire évoluer aussi la réglementation au niveau national et international pour avoir des capacités qui sont en phase avec le niveau de menace. Vous êtes combien à l'agence pour faire tout ça ? Alors, à l'agence, on est à près de 300. Et au contrôle du spectre, on est une centaine. Et on a des sites en région, puisqu'on intervient sur le terrain, également dans les territoires outre-mer. On a peut-être le temps pour 1 ou 2 questions rapides. Donc, Monsieur Dupont, je ne vous donne pas mon micro, quoi qu'il arrive, cher Pascal. Mais je sais qu'un micro arrive. Il y en a peut-être un autre là. Merci Madame Gabet, on a eu des échanges tout au long de l'année et je vous remercie de cette intervention passionnante. J'avais juste une question très, très directe. Est-ce que je comprends bien si on dit que la NFR a des pouvoirs de police ? Oui, alors effectivement, on a une mission régalienne. En contrôle du spectre, nos agents sont assermentés, habilités, ont certains pouvoirs de police judiciaire pour rechercher, constater des infractions. Qui sont la plupart du temps des délits. Donc on a aussi, on sensibilise aussi les procureurs, les parquets pour qu'il y ait des suites qui sont nécessaires pour la prévention. On est très proportionné. Hein. Quand Madame Michu brouille le GPS avec sa box internet, on lui a pas mis de PV d'infraction, je vous rassure. Bon, parce qu'elle a été conciliante aussi. Sinon, on aurait pu. Et ce n'était pas un hacker russe déguisé en mamie non plus. Voilà. Je sais jamais. Une autre question ? Oui, afin d'éviter les désagréments liés au GNSS, vous l'avez évoqué tout à l'heure, un certain nombre de navigants revendiquent la réactivation du réseau LORAN-C et e-LORAN. Est-ce qu'il y a des initiatives concrètes sur le sujet ? Alors les Anglais je pense qu'ils sont très en faveur, ils ont l'air assez avancés. Il y a des pays où ça existe toujours, hein, le e-LORAN, je crois que c'est la Corée, j'ai ma petite liste, enfin je vais retrouver ma liste. En France, je sais que c'est un sujet qui, plutôt côté des géants de pas, hein, qui se discute. Voilà, je pense qu'on en est là. De toute façon, il ne faut pas jeter le GPS, hein, et le GNSS, Galileo, c'est vraiment, quand ça marche, c'est formidable. Maintenant, il y a le Galileo avec authentification. Bon, le PRS pour les militaires, mais il peut y avoir aussi des signaux chiffrés, authentifiés à terme, anti-brouillage, anti-leurrage plus exactement. Mais en fait, il faut des moyens alternatifs et j'en ai parlé, effectivement, ça fait partie des pistes à regarder. Le Air Mode aussi, ça, bon, les pays baltiques, eux, ils sont brouillés constamment, donc ils sont un peu promoteurs de faire des tests. Il y a des projets européens par l'ESA et autres sur le sujet. Puis les constellations de satellites en orbite basse aussi qui peuvent faire des choses. Il y a tous les signaux d'opportunité. En fait, on peut regarder aussi avec les signaux qui viennent des antennes relais, parce qu'on sait où elles sont. Hein. Enfin bref, et d'autres systèmes pour pouvoir trouver d'autres moyens de localisation et de timing. Le tout est d'avoir des méthodes redondantes sans jeter quelque chose qui, en plus, est plus précis en général que quand même les autres méthodes. Si on doit retenir une seule chose, Catherine, qu'est-ce que ce serait ? Alors, en fait, ouais, j'ai 3 mots. Alors, c'est pas une seule chose. Bon, déjà, le BioWare, pour moi, il est essentiel. C'est vraiment prendre conscience que le risque zéro n'existe pas. Bon, je pense que la conscience, maintenant, elle est prise, hein, parce que, avec l'actualité, malheureusement, fait prendre cette conscience que ce risque zéro n'existe pas non plus dans des pays
voilà, qui ne sont pas en guerre, parce qu'ils sont proches ou parce qu'il y a des gens qui utilisent ça aussi pour des activités criminelles plus classiques, on va dire. Hein, voilà. Et donc, analyse de risque, mettez ça dans votre portefeuille de risque cyber, de risque numérique. N'oubliez pas ce sujet. Je pense qu'il s'intègre très bien dans les risques cyber. Après, la réponse n'est pas la même qu'un risque d'attaque informatique classique. Et connaissez votre agence qui s'occupe du contrôle du spectre. Alors en France, c'est la NFR, mais dans chaque pays, il y en a une. Même si c'est un brouillage intra-pays, on va ensuite porter ça au pays qui serait la source du brouillage, et ensuite via l'UIT, bon, c'est toujours utile. Et savoir combien il y a de brouillage, nous, c'est essentiel. Et de l'orage, les plaintes sont essentielles pour les traiter, parce que la remédiation ultime, c'est quand même trouver la source du brouillage quand elle est trouvable chez nous, et on est à 99% de réussite, et de sanctionner si besoin, dans les cas où il y a besoin, pour essayer d'éviter la récidive, mais également parce que ça permet de savoir combien il y a de cas réellement et qu'on puisse continuer, nous, à se préparer. Ça coûte cher quand même d'avoir des équipements spécifiques et autres, d'essayer de faire évoluer la réglementation pour qu'elle réponde. Ça dépend vraiment de la situation telle qu'on peut la voir. Les chiffres sont importants. Merci beaucoup, Catherine.